Voilà, bonjour à tous et à toutes. Je voudrais saluer tous les participants à cette université de la Fédération Inter-Environnement Wallonie, remercier Christophe Schoen et toute son équipe de me donner la possibilité d'intervenir aujourd'hui par un message vidéo. J'aurais naturellement aimé pouvoir être présent avec vous à Namur ce 29 janvier, mais je suis aujourd'hui en mission scientifique avec une équipe de chercheurs dans cette belle région de France, dans le département de la Drôme provençale. Et je suis en train d'étudier, nous sommes en train d'étudier la transition écologique dans cette vallée de la Drôme qui s'est mise en route il y a maintenant plus de 20 ans pour préparer le monde de demain. Et j'espère, ayant euh, divulgué les motifs de mon absence, me faire un petit peu pardonner de mon absence. Le thème de l'université de la Fédération Inter-Environnement Wallonie me tient particulièrement à cœur. La question de la dimension humaine de la transition écologique me paraît extrêmement importante et actuelle. Pourquoi cela? D'abord parce que nous avons pensé jusqu'à présent la transition écologique avec des outils qui aujourd'hui se révèlent non pas tout à fait inefficaces, mais enfin très insuffisants au regard de l'ampleur de la tâche qui nous attend. Comment l'avons-nous conçu? Traditionnellement, nous avons pensé développer des instruments juridiques imposant des contraintes, des sanctions, obligeant certains comportements, ou bien des instruments économiques, créant des incitants à des comportements plus vertueux, imposant des taxes auprès des uns et récompensant les autres par des subsides. Mais au fond, ces outils juridiques et économiques, qui sont ceux auxquels on a généralement eu recours, sont des outils qui présentent plusieurs insuffisances. D'abord parce que ces outils reposent sur une conception du pouvoir comme étant concentré entre certaines mains, comme se situant dans un centre à partir duquel on peut penser, programmer et planifier la transition écologique, et que par conséquent la transition écologique n'a pas été suffisamment appropriée par les individus, par les acteurs économiques qui en sont pourtant principalement les porteurs. Et je crois qu'aujourd'hui, on est à la recherche de manières de concevoir la transition écologique qui reposent sur une autre grammaire du pouvoir, beaucoup plus décentralisée, beaucoup plus diffusée dans l'ensemble de la société pour échapper à cette première insuffisance. L'on mise plus sur l'autonomie locale, sur les initiatives locales que sur les décrets qui sont imposés à partir du centre. Et puis, l'on mise aussi sur, je dirais, des outils qui reconnaissent la complexité de nos motivations comme individus. Les outils juridiques et économiques reposent, à l'inverse, sur une idée très pauvre du comportement humain et de la manipulabilité des gens. L'on fait reposer ces outils sur la crainte de sanctions, sur le sentiment qu'il faut se conformer à la règle, sur l'appât de gain, l'espoir de subsides et le souci de ne pas payer de taxes. Mais en réalité, nos motivations sont beaucoup plus complexes et comprendre comment agir sur ces motivations intrinsèques des gens, les valeurs qui les font bouger, me paraît aujourd'hui de plus en plus important. Et ceci d'autant plus que la manière dont les gouvernements, les pouvoirs publics définissent la transition écologique et comment elle doit s'opérer, ceci a un impact important sur la manière dont les gens la ressentent et se rapportent à elle. Je vais rappeler une expérience que des psychologues ont tentée il y a quelques années de cela. Ces psychologues s'appelaient Samuel et Ross. Ils ont fait jouer un même jeu à différents participants. Ce jeu s'appelait tantôt Community, communauté, et tantôt Wall Street. Et comme peut-être vous l'anticipiez, lorsque le jeu s'appelle communauté, les participants sont prêts à entrer dans l'action collective, à coopérer les uns avec les autres pour trouver des solutions, alors que quand le même jeu s'appelle Wall Street, ce sont des comportements égoïstes, concurrentiels, fondés sur la compétition qui, au contraire, vont l'emporter, beaucoup plus individualistes, si vous voulez, rendant l'action collective plus difficile à construire. En d'autres mots, le récit que l'on nous fait de la manière dont la transition écologique doit s'opérer, l'image que l'on reçoit de la société dans laquelle
nous sommes acteurs, cela a des effets performatifs, cela influence nos comportements, ce n'est pas simplement une description de la réalité. Une autre caractéristique de la transition écologique telle qu'elle a été traditionnellement conçue à travers les outils juridiques et économiques qui ont tenté de la préparer, c'est que l'on n'a pas suffisamment, je crois, été au-delà des symptômes, des comportements que nous posions. En réalité, les comportements que nous posons et qui nous amènent dans ces trajectoires tellement inquiétantes et potentiellement source de danger sont des comportements qui sont influencés par une série de facteurs dont il faut prendre les mesures et sur lesquels il faut travailler, des causes plus structurelles, si vous voulez. Je voudrais en mentionner 4. Il y a d'abord des facteurs technologiques. Nous avons investi en recherche et développement dans des technologies qui récompensent les économies d'échelle, qui allongent les chaînes de la production à la consommation, qui détachent la logique économique de l'activité économique de la logique écologique des écosystèmes. Et ce sont des choix technologiques qu'il faut avoir le courage de repenser, y compris si cela suppose de réexaminer la sagesse des investissements qui ont été faits par le passé et nous impose aujourd'hui encore des trajectoires technologiques très précises. Deuxièmement, nous avons fait des choix économiques. Nous avons, dans bien des cas, refusé d'internaliser les externalités que l'on causait à l'environnement. L'environnement, c'est évidemment à la fois quelque chose qui nous entoure, mais où l'on puise des ressources sans véritablement comprendre que ces ressources ne sont précisément pas inépuisables. C'est une grande poubelle où l'on déverse des déchets sans s'interroger sur la capacité des écosystèmes à les absorber. Et toutes ces externalités n'ont pas été véritablement intégrées dans le calcul économique. Donc il y a là un choix d'un modèle économique qui peut être interrogé. Troisièmement, et c'est je crois très sous-estimé, il y a des choix culturels qui ont été faits, des manières de vivre, des manières de se déplacer, des manières de s'alimenter, des manières de travailler, de consommer qui répondent à des normes sociales, des routines, des habitudes acquises que l'on n'a pas le courage de véritablement réinterroger. Je reviendrai sur cette question, mais je pense que la question des modes de vie, la question des habitudes acquises et qu'on ne réfléchit plus est une question sur laquelle on doit, là encore, avoir le courage de s'interroger. Et puis, quatrième choix ou quatrième contrainte ou cause structurelle de nos manières de vivre, à côté des causes techniques, économiques et culturelles, c'est au fond les causes politiques. Les acteurs dominants du système d'aujourd'hui, qui occupent une position dominante dans le système économique, très souvent arrivent à traduire cette position dominante économique par une influence politique très disproportionnée. Ils détiennent après tout le monopole de l'expertise sur beaucoup de questions techniques. Ils peuvent pratiquer après tout le chantage en l'emploi si l'on réduit la profitabilité de leur entreprise. Et ceci, malheureusement, est un obstacle à la transition écologique tant que l'on n'ose pas interroger la manière dont le système politique peut se projeter dans le long terme et dans le souci de l'intérêt général en tenant compte certes des contraintes économiques, mais en se plaçant à l'abri de l'influence d'acteurs économiques trop puissants. Donc on a, si vous voulez, des verrous technologiques, économiques, culturels, politiques, qui font obstacle à la transition, et malheureusement, l'on n'a pas suffisamment remonté des symptômes que sont nos comportements aux causes profondes que j'ai énumérées dans les outils de transition qui ont été développés jusqu'à présent. Et puis, quatrième et dernier handicap de nos manières classiques de penser la transition, c'est, je crois, qu'on a très souvent eu une approche sectorielle. On a travaillé sur, par exemple, l'éco-habitat et l'isolation des habitations pour économiser l'énergie. On a travaillé sur l'agriculture durable, l'agriculture bio ou agroécologique. On a travaillé certainement sur la question de la mobilité douce et je trouve magnifique que les
les initiatives qui sont développées aujourd'hui pour encourager le vélo, la marche ou même le train, malgré toutes les menaces qui pèsent sur la viabilité de la SNCB aujourd'hui. Mais on n'a pas, au fond, à l'échelle des bassins de vie, des politiques territoriales qui permettent d'enjamber ces différentes politiques sectorielles et de développer à l'échelle d'un territoire déterminé des solutions qui se complètent et sont complémentaires les unes des autres. Ceci me paraît une lacune importante des stratégies développées jusqu'à présent, et c'est la raison pour laquelle la transition écologique aujourd'hui est en train de se repenser, non pas comme un développement, si vous voulez, à concevoir autrement, mais comme devant être enveloppé dans les bassins de vie, dans les territoires où cette transition écologique doit s'opérer. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle manière de penser la transition écologique? Je voudrais mettre en avant quelques-uns des traits qu'elle peut présenter à l'avenir et qui aujourd'hui retiennent de plus en plus l'attention. Première caractéristique, me semble-t-il, c'est que l'on va miser de plus en plus aujourd'hui sur non pas des solutions qui viennent du centre et qui sont imposées d'en haut, mais des solutions qui viennent des collectivités locales, voire même des citoyens dans des initiatives locales, citoyennes, portées spontanément par des gens ordinaires. Je suis frappé par exemple de ce qui se passe dans mon domaine, celui de l'alimentation durable. Nous avons eu en octobre dernier, le 15 octobre, à Milan, une grande réunion des maires de quelques 150 villes du monde entier, de différentes régions, qui s'engagent derrière un pacte nouveau, le pacte de Milan pour les politiques alimentaires urbaines. Ces maires de toutes les régions du monde s'engagent pour favoriser l'agroécologie, pour favoriser les circuits courts, pour favoriser la réduction des gaspillages dans les systèmes alimentaires, pour favoriser les potagers urbains, par exemple, afin que les questions d'acheminement de l'alimentation vers les villes trouvent une réponse satisfaisante. Et j'ai été frappé de voir combien aujourd'hui les solutions en matière de politique alimentaire, agroalimentaire et la reconnexion des villes et des campagnes, cela se joue à l'échelle de la ville, au plus de la région, mais guère au-delà. Ceci parce que les solutions qui sont, je dirais, développées à une échelle très large sont des solutions homogénéisantes qui ne sont pas suffisamment granularisées en fonction des caractéristiques de différents territoires, de différents bassins de vie. Et l'échelle pertinente aujourd'hui pour réformer les systèmes agroalimentaires, c'est vraiment l'échelle des collectivités locales et les villes, les grandes villes en particulier, ont un rôle très important à jouer, très important et en même temps très sous-estimé. Deuxième caractéristique de cette nouvelle manière de concevoir la transition, c'est qu'elle passe par des mécanismes de gouvernance qui sont des mécanismes hybrides, qui réunissent élus politiques, élus des collectivités territoriales, entrepreneurs et société civile, ONG, citoyens. Et par exemple, la transition écologique telle qu'elle est conçue aujourd'hui dans la vallée de la Drôme repose sur ces enceintes, sur ces associations qui ont une structure de gouvernance avec 3 collèges électoraux représentant les collectivités, les entreprises et les citoyens qui, parce qu'ils partent de points de vue différents, de préoccupations différentes, mais partagent ce même rapport quasi charnel avec la région qu'ils occupent, peuvent développer ensemble des nouvelles solutions tenant compte des ressources locales, mais misant aussi sur les motivations de ces différentes catégories d'acteurs. Et donc des systèmes de gouvernance hybrides qui ne répondent pas à la logique politique classique où les citoyens donnent un mandat aux politiques qui ensuite vont penser ce qui est bon pour les citoyens. Ces structures de gouvernance hybride sont un atout extrêmement important dans la nouvelle manière de penser la transition écologique. Troisième caractéristique de cette nouvelle manière de penser la transition, c'est que les solutions les plus prometteuses aujourd'hui viennent des espaces de liberté que l'on crée au bénéfice des citoyens et des citoyennes qui veulent s'engager et qui mettent en avant leurs propres solutions que par conséquent ils seront en mesure de mieux s'approprier.
Pensez par exemple au succès du mouvement des villes en transition, lancé en 2006 dans le sud de l'Angleterre par Rob Hopkins et d'autres, qui s'est développé aujourd'hui dans un mouvement de la transition à l'échelle mondiale et qui, rien qu'en Europe, a débouché jusqu'à présent sur plus de 2000-2200 initiatives à l'échelle souvent d'un quartier ou d'un bourg, de villages ou de petites villes, qui ont décidé de se mettre ensemble à cette petite échelle pour développer une certaine résilience par rapport au dérèglement climatique, par rapport aux pics pétroliers, par différents mécanismes qui vont des monnaies complémentaires à d'un partage de bonnes recettes pour le tri des déchets ou à la création d'infrastructures communes ou de potagers communs. Eh bien, ces initiatives réussissent parce que les personnes qui s'y investissent ont l'impression d'en être les dépositaires. J'allais dire les propriétaires, mais ce serait évidemment impropre. Ce sont des initiatives qui réussissent parce qu'elles correspondent aux motivations que les gens ont, qui se sentent responsables du succès de ce projet qu'elles mettent sur pied et qui ne répondent pas à un appel d'offres ou une injonction de l'autorité. Et ceci permet à ces citoyens de rester engagés sur le long terme pour le succès de leur démarche. Ou des motivations égoïstes pour la santé des enfants, pour la qualité de vie, se mêlent à des motivations altruistes et passent par l'instauration de liens sociaux fondés sur la convivialité. Peut-être une dernière caractéristique des transitions écologiques telles qu'elles se mettent aujourd'hui sur pied, c'est que ces transitions affrontent la question des modes de vie, la question des normes sociales qui influencent nos manières de consommer, de produire, de se chauffer, de s'alimenter, de se déplacer. Ces normes sociales contraignent de manière très importante la capacité d'une mutation, d'un déplacement vers des sociétés qui sont des sociétés bas carbone. Les normes sociales, évidemment, ne se décrètent pas. On ne peut pas légiférer pour changer les habitudes, pour bouleverser les routines. Mais l'on peut faire plusieurs choses pour malgré tout influencer des évolutions positives dans cette direction. Je voudrais donner deux exemples. Un premier exemple, c'est la manière dont, en quelques années, l'on a vu évoluer les rapports entre fumeurs et non-fumeurs. Il fut un temps, il y a peut-être 20 ou 25 ans, où c'était les non-fumeurs qui devaient s'éloigner des lieux où l'on fumait et où l'on n'avait, au fond, aucune culpabilité en tant que fumeur à enfumer les voisins, y compris dans les espaces fermés. Ceci a changé en l'espace de quelques années dans beaucoup de pays. Ça a commencé par les États-Unis, ça s'est ensuite développé en Europe. Et cette norme sociale concernant la fumée s'est déplacée de manière très brutale. Et ce qu'on constate, c'est que lorsque dans une communauté donnée, 15-20% des personnes commencent à adopter un comportement différent qui donne le ton parce que ces personnes sont vues comme l'avant-garde, eh bien, on peut assister à des basculements très brutaux vers un autre régime de normes sociales. D'autres habitudes, d'autres routines vont alors succéder aux premières et développer des modes de vie qui seront différents et qui progressivement vont se substituer aux modes de vie anciens. Deuxième exemple, c'est dans la région où je me trouve, à l'heure où je vous parle, dans cette vallée de la Drôme, la raison pour laquelle cette collectivité s'est mise en route pour la transition écologique, c'est notamment parce qu'au cours des années 70, nous avons vu, je parle français, nous avons vu arriver dans cette région des néo-ruraux, soucieux d'habiter un territoire où la qualité de vie pouvait être meilleure que dans les villes que ces personnes habitaient. Et ces personnes sont arrivées comme des étrangers, ont bouleversé les routines locales, ont mis en cause les normes sociales dominantes, ont créé des nouveaux réseaux et développant un rapport quasi charnel avec ce territoire qui les accueillait et les adoptait,
ont voulu restituer au territoire ce que ces personnes leur devaient. Et ont amené une toute nouvelle culture, une toute nouvelle manière de concevoir les relations sociales et les relations à l'environnement, bouleversant effectivement les routines établies dans ce pays de la Drôme. Et je pense que c'est très important de voir l'intérêt que peut représenter cette déstabilisation des attentes, des comportements, des habitudes par des apports étrangers, extérieurs, qui peuvent amener un questionnement par rapport aux normes sociales acquises et parfois pour le meilleur, pour des comportements qui soient davantage pro-environnementaux. Je voudrais peut-être terminer en disant que à travers la question de la transition écologique, c'est non pas une question technique qui nous est posée, de savoir par exemple si les déchets des uns peuvent servir d'intrant à la production des autres, comme dans les mécanismes d'économie circulaire, ou pour savoir comment l'on peut réinjecter de la matière organique dans les sols pour qu'ils puissent fonctionner comme puits de carbone et absorber le dioxyde de carbone qui pollue l'atmosphère. Ce n'est pas seulement la question de savoir comment on va faire glisser les subsides de l'agriculture conventionnelle à grande échelle à l'agriculture paysanne, fermière, qui est agroécologique. Profondément, c'est une question de civilisation qui est posée, une question de valeurs, de normes, de culture, de mode de vie. Et c'est pour ça que le thème de l'université de la Fédération Inter-Environnement Wallonie, cette année, est tellement important. Cette question de l'engagement, des valeurs et au fond du rôle de la société civile dans cette politique de civilisation qu'il faut mettre en place. Je crois qu'une dimension importante de cette politique de civilisation nouvelle qu'il nous faut inventer, c'est la question du temps et la question du rôle du travail dans la définition de nos existences. Nous avons au fond des existences qui sont encore dominées par le travail, non pas seulement parce que celui-ci occupe 40, 45, 50 heures de travail actif par semaine dans nos vies, mais aussi parce que le travail colonise même nos loisirs. Nos loisirs sont trop restreints, notre temps libre est trop restreint, je pense, pour pouvoir faire vraiment autre chose que de récupérer du travail qu'on a fait et de préparer le travail qui va suivre. Et nous aurions pu faire autrement. La productivité du travail a augmenté de manière considérable depuis un siècle, mais nous n'avons pas fait le choix de réduire la place du travail dans nos existences et de développer d'autres compétences, d'autres appétits que la production et la consommation. Et je pense que c'est profondément problématique et que cela fait partie du problème. Dans les années 50, alors que la productivité du travail avait augmenté de manière considérable, nous avons fait un choix, non pas de réduire le temps de travail, comme on l'aurait pu sans diminuer notre niveau de vie, mais au contraire de stimuler la surconsommation pour que puisse être absorbée la surproduction stimulée par l'amélioration de la productivité du travail. La publicité est venue créer des désirs artificiels, transformant des fantasmes en besoins apparemment essentiels. On a commencé à travailler pour s'acheter le superflu et au fond, nos existences s'en sont trouvées appauvries. On est de plus en plus spécialisé dans certaines tâches dans le travail et l'on n'a plus le temps de développer d'autres compétences, d'autres passions, y compris pour l'autoproduction, la production de biens, de services que par conséquent l'on doit acheter sur le marché. La politique du temps, la question de la place du travail par rapport au loisir, la question de la reconnaissance sociale qu'on peut acquérir par des activités qui ne relèvent pas du travail, sont des questions qu'il faut aujourd'hui avoir le courage de poser. Il faut reconnaître que les personnes qui travaillent moins, à temps partiel, qui ne travaillent pas, mais qui font des choses pour la collectivité, ne sont pas des oisifs, ce sont des gens extrêmement utiles dont il faut valoriser l'apport qu'il ou elle représente pour la collectivité, mais cela, on ne l'a pas encore fait suffisamment à mes yeux. Et ceci notamment est un problème pour les initiatives citoyennes qui préparent la transition. Vous savez, des citoyens qui, le soir, le week-end, se réunissent chez l'un ou chez l'autre
pour réfléchir comment cette ancienne roue peut être transformée en petite centrale de production hydroélectrique dans le Condroz, à Claviers. Je pense à un exemple financé d'ailleurs par Biplanet, la fondation qui a été créée à l'initiative de l'Institut Environnement Wallonie et d'autres. Eh bien, ces gens consacrent à cette initiative des mois de réunions, de travail, en plus du travail qui est le leur au quotidien, et cela exige une énergie considérable, une vocation considérable, alors que ceci n'est nullement récompensé ou valorisé. Pourquoi ne pas imaginer un congé civique de 3 mois, de 6 mois, d'un an, où l'on pourrait, en étant compensé au moins en partie pour la perte de salaire que cela représente, s'investir dans un projet citoyen, réunir autour de soi des compétences, organiser des réunions, trouver des financements pour lancer une initiative qui, au bout de 3 mois, 6 mois, un an, pourra peut-être fonctionner sans que ces initiateurs continuent d'y être investis, par exemple parce que des financements auront été trouvés. Je pense qu'on ne peut plus traiter la transition écologique citoyenne comme finalement devant être dépendante de la bonne volonté des gens, du temps libre dont ils ou elles disposent en soirée, en week-end. Il faut peut-être aménager des espaces d'autodétermination collective, où l'action collective peut se construire. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure les structures de gouvernance hybrides, mais aussi des espaces où le temps peut être trouvé par les gens de s'investir dans des projets comme cela. Voilà, ça c'est au fond ce qui est en train de se passer. C'est qu'on est en train de faire une autocritique de la transition écologique telle qu'elle a été conçue jusqu'à présent, et on est en train d'inventer autre chose pour demain. Je voudrais très sincèrement vous remercier de votre présence aujourd'hui à Namur, vous dire toute l'estime que je porte aux travaux de Inter-Environnement Wallonie, tout ce réseau d'associations de défense de l'environnement qui se mettent ensemble pour préparer ces transitions. Celle-ci ne viendra pas d'en haut, elle viendra d'en bas, elle viendra de Namur le 29 janvier. À bientôt.